Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, sur metatv.org. C'est la saison 2. Bonsoir à tous. Ce soir, on est avec Alain Benajam. Ça va, Oui, Alain? Alain, bonjour. on ne le présente plus. Il y en a qui ne te connaissent pas encore sur le chat. Il y en a qui ont dit ah, je ne connais pas votre invité de ce soir. C'est qu'il ne devait pas regarder la saison 1, à mon avis. Donc, Ah bah je viens pas il vient souvent, pas hein. souvent, c'est vrai. Alors, bonsoir à tous. Il y a Émilie, Canary, Kelkaji, Moadib, Frisky, Serval, Eleftheros, Coleria Virus, Astolf, Captain 4, Raoult, Alex B, Erwan, Caneda, Eredui, évidemment Vince et Fatou, Jean-Luc, Jérémia, Simon, Toréas, voilà, Pascal, appelle-moi Diego, et pas autrement. En tout cas, voilà, il y a Steph, Flo à la régie, ben voilà. On est bien sur la libre antenne, sur Méta TV. Ce soir, on va parler de l'art de la guerre. Ouais. Oui, alors, je sais pas si on a le droit de parler de ça, de dire que c'est un art. En fait, c'est un petit peu une provocation puisque on a beaucoup parlé du chinois, là, comment il s'appelle, de Sun Tzu, hein, Bah oui, à propos de l'action de Poutine en Crimée. mhm. Et bon, Sun Tzu, il a j'ai pas lu, hein, mais j'ai lu un certain nombre de ses préceptes. Ouais. Et donc, un de ses grands préceptes de Sun Tzu est de pouvoir gagner une guerre sans combattre, hein. Alors, Alors, pour attendre, juste pour rappeler, donc ce livre de Sun Tzu qui a été écrit il y a très longtemps. oui, 4e siècle avant Jésus-Christ, mais Voilà. il y a toujours des controverses avec les Chinois, on ne sait pas trop, mais on va dire à peu près au 4e siècle, c'est-à-dire à l'époque, en gros, de la Grèce classique, Voilà. hein, voilà. C'est-à-dire que déjà en Europe, on se battait aussi pas mal. Mais là, c'est l'époque de la guerre entre les royaumes. Tu vois, avant qu'il y ait le royaume King, Oui, le Qin. le Qin, Ouais, oui, voilà, alors, qui a donné la Qin, Chine avec le Qin, premier oui, empereur. Ouais, le ouais, premier ouais. empereur. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu Héros, le film. Et puis, c'est lui qui a fait fabriquer ces soldats, tu vois, enterrés, qu'on a Oui, alors les retrouvés. fameux soldats qu'on a Voilà. retrouvés, qui symbolisent, alors chaque statue est différente et Et symbolise un voilà. soldat de l'époque, c'est un Voilà. sacré travail quand même. C'est un sacré travail. Bon, il était un petit peu mégalo, hein, le mec, hein, Mm. puis il s'est fait faire un tumulus énorme. Bon, enfin, lui, il a réussi à vaincre tous les autres royaumes. La Mhm. Chine était morcelée en différents royaumes. Il était, la langue aussi et les idéogrammes étaient un peu diverses, hein. Il a fait un type d'idéogramme identique pour tout le monde. Et donc Sun Tzu se demande la guerre, pourquoi faire finalement, puisque si c'est pour détruire des gens qu'on va mettre dans notre cercle, dans notre royaume, c'est peut-être pas la peine d'aller les détruire. Donc il vaut mieux prendre possession d'un d'un pays, d'une Ouais, zone, ouais. en détruisant le moins possible. Et même si on arrive à tuer personne, c'est encore mieux, hein. Mais il ne faut pas penser que cet art de la guerre de Sun Tzu, c'est quelque chose qui va être utilisé par ailleurs, Mhm. hein, puisque on parlera de la guerre américaine, puisque dans l'histoire du monde, il y a deux grandes entités qui ne fonctionnent qu'avec la guerre. On verra, c'est l'Empire romain, Ouais. qui est basé là-dessus, qui n'est basé que sur la guerre. D'ailleurs, quand il n'arrive plus à la faire, quand il est vaincu, l'Empire s'écroule. Et l'impérialisme états-unien, qui, depuis sa création, a toujours été en guerre et qui vit exactement là-dessus, sur la prédation. Et il fonctionne un petit peu de la même manière, hein. C'est-à-dire que ceux qu'on a soumis, ben, on leur fout la paix, et ceux qu'on n'a pas réussi à soumettre, ben, on va les détruire, on va les laminer,
complètement. Voilà. Alors pourquoi nous, je disais, pourquoi nous on n'est pas en guerre? Oui, pourquoi par exemple, voilà. Il me disait que, par exemple, si on est en paix en France, c'est parce qu'on est soumis, en Ah fait. ben voilà, on n'a aucune raison de nous faire la guerre. Ben voilà, tu vois. Hein, quand tu as vu là euh, Christophe de Margerie et son avion, il a explosé. Quand on voit ce type, ce qu'il leur a fait aux États-Unis, il avait 100 fois, ils avaient 100 raisons de le zigouiller, ce mec-là. Oui, oui, bah oui, oui. Bon, j'ai pas d'informations plus que ça sur cette affaire. Moi, en tout cas, ce que je retenais, c'était qu'on a découvert que finalement, Total était plus proche des Russes. Et Total est plus proche des Russes et des Chinois. Alors tu vois, il y a un mec qui risque rien. Devine qui c'est qui risque rien en France? Jamais. Hollande. Il risque pas, lui, que les autres lui viennent lui foutre une saloperie dans sa bouffe, un isotope radioactif dans sa bagnole ou quelque chose comme ça. Lui, il risque rien, tu vois. Le soumis, il ne risque rien. Alors, on en vient finalement à la morale de la guerre. À la morale de la guerre. Depuis que l'humanité existe, depuis que l'homme existe, les hommes s'entretuent. Pratiquement toujours. Hein. Alors évidemment, dans les périodes préhistoriques, on ne savait pas trop comment que ça se passait, bien que on ait retrouvé des corps des squelettes, notamment dans les tourbières du nord de l'Europe, hein, Ouais. des squelettes qui étaient morts de mort violente. On a retrouvé dans un glacier un type du néolithique qui était mort d'une flèche. Bah alors, au départ, on se bat pour quoi à cette époque-là? À cette Pour un époque-là, territoire, on se bat certainement pour la possession d'un territoire, d'une zone et de quelque chose. On sait que j'ai fait une émission où ça fait, bon, je ne vais pas le rappeler, hein, tu vois, la deux zones de, qui séparées par le Dniepr, hein, le fameux Dniepr. Le fameux Dniepr, où à l'est du Dniepr, il y avait des pasteurs. Qui avaient domestiqué le cheval et qui venaient de l'élevage, hein. Donc ils venaient de la chasse et de l'élevage, donc ils avaient des arcs et des flèches, et finalement, c'est les premiers d'ailleurs à avoir mis une image d'un chariot à roues. Hein, c'est eux qui ont inventé la roue, non pas les Sumériens, eux l'ont inventé un peu avant, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis à l'ouest du Dniepr, il y avait des civilisations qu'on appelle l'Europe ancienne, notamment dans les Balkans, hein, Bulgarie, Roumanie, l'ancienne Yougoslavie, et que dans ces civilisations du néolithique, eh bien, on a retrouvé très peu ou pas d'armes. Par contre, on a trouvé des restes de forteresses. Hein. Donc, on pense qu'il y a eu affrontement pendant très longtemps entre ce qu'on appelle les Indo-Européens des plaines, des steppes, et puis les populations du sud de l'Europe qui avaient développé l'agriculture, et que, puisque finalement on retrouve après la langue de type indo-européenne, la religion de type indo-européenne. C'est quoi cette religion de type? Bah, on l'a vu à propos du matrilinéaire, patrilinéaire. D'accord, oui. Hein. On sait que dans l'Europe ancienne, on a des images féminines, toujours ces grosses, la fertilité, ces grosses statues obèses, et que il n'y a jamais d'images masculines, toujours des images féminines. Hein, et que cette civilisation s'est retirée jusqu'à la Crète. Hein, donc la Crète est aussi une civilisation féminine, et que par contre les Doriens, les Achéens, les premiers Grecs sont extrêmement
patrilinéaire, on va dire, phallocrate. Pour eux, la femme est très... n'a pas voix au chapitre. C'est une société, une société d'hommes et de guerriers. Donc voilà. Et donc c'est cette société-là qui va dominer l'Europe. Et d'ailleurs, cette société indo-européenne qui se développe sur toute l'Asie centrale va apporter cette civilisation en Inde, en Chine. Si on retrouve les mêmes symboles, la fameuse Vasiska, celle du soleil tournant, on retrouve en Chine, chez les Celtes, on retrouve partout. Et ça vient de cette civilisation indo-européenne qu'on retrouve dans le culte de Veda, qu'on retrouve dans le culte brahmanique. Alors ça veut dire quoi? Ces deux civilisations, elles s'affrontent, donc c'est déjà des guerres. Donc tu dis que ça commence par là, en fait, les premières guerres, on va dire. Ça commence au moins dans l'espace eurasiatique. Dans l'espace eurasiatique. Parce que je ne connais pas tout. Dans l'espace eurasiatique, les Indo-Européens se développent à partir d'un espace qui se situe entre la mer Caspienne et la mer Noire. En gros, le Donbass actuel, le Don, tu vois, c'est autour de ça, entre Dniepr et Volga. Et donc cette civilisation-là va se déployer à la fois à l'est, vers l'Extrême-Orient, à l'ouest, surtout vers la Baltique, ils vont créer l'âge du fer, les proto-celtes et les proto-germains, au sud les Hittites, qui combattront les Égyptiens, et les Iraniens. D'accord. Voilà, donc ça fait une grande civilisation guerrière, et que à partir de là, il y aura des civilisations qui seront bâties sur la guerre. Et donc des gens qui se défendront contre ces civilisations. Oui. Voilà, donc il y a les prédateurs et ceux qui ne veulent pas être soumis. Alors nous, on veut bien être soumis, donc on ne fait pas la guerre. Donc en fait, pour bien comprendre, les civilisations guerrières, ça part quand même toujours d'une volonté pour une civilisation de dominer les autres et de le faire par la guerre. C'est une volonté de conquête. Une volonté de conquête, déjà, voilà. Forcément. Alors, il y a une volonté de conquête déjà en proto-histoire, mais on va voir que dans la société antique, elle a un mode de production esclavagiste. Ouais. Donc, pour cultiver la terre, pour construire, les Romains il faut des esclaves. Sont bâtis sur l'esclavage. Voilà, mais même les Grecs. Même les Grecs aussi. Voilà. Les Grecs aussi. Mais les Romains vont construire toute une société, toute une idéologie fondée sur la prédation. Et ça va durer 1000 ans, à peu près. Ça va durer à peu près 1000 ans, cette société fondée, donc nous sommes issus idéologiquement, et donc elle est fondée, cette société, sur la guerre, sur la prédation. Et ça doit en laisser des traces quand même. Voilà. Donc on va regarder un petit peu le monde antique. Je sais pas si. On va pouvoir mettre. On va un petit peu schématiser, si tu veux qu'on continue à broder sur la morale de la guerre. Voilà. Alors moi je t'ai mis. Alors, on le voit. Voilà, donc la première. Donc là on voit. Alors la première façon. La première fois qu'on trouve une guerre organisée, parce que il y a des gradations dans l'organisation de la guerre. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? La première gradation, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, ce sont des guerriers qui s'entrechoquent. Là, on voit, ce sont des hoplites. Alors, c'est la première organisation de la guerre dans le monde grec. Et donc, c'est l'hoplite. Et ça, ce type d'organisation guerrière va durer très longtemps parce que les Romains vont la reprendre rapidement. Alors, c'est quoi l'hoplite? Tu peux passer des vues suivantes, les 2, 3, 4. Alors c'est ça, c'est l'hoplite qu'on voit avec donc son casque. Donc, alors lui, l'hoplite n'est pas un guerrier individuel. Ouais. Par exemple, le Gaulois, lui, on verra, c'est un guerrier individuel. Oui.
Bon, il s'en fout, il combat seul, il ne regarde pas les autres. Hein. L'Hoplite, lui, il combat dans une organisation bien stricte. Hein, donc donc ça c'est des hoplites de première génération. Il a un bouclier en bronze très lourd. Il a son casque qui le couvre complètement, quasiment une armure. Il a une cuirasse. Après ils vont s'alléger. Il a des jambières qui vont le protéger. Et lui, il va combattre en ligne. Hein, tu prends la 5, celle-là. On va la passer. Donc on voit une organisation très stricte d'hoplites. Et donc ils ont des boucliers qui se mettent on va la mettre plus grosse. en écaille. Comment ? Voilà. Donc on voit, il y a un carré, donc ils ont des pics qui font 3-4 mètres. Ouais, alors là, on voit, ils ont des longs... Alors, c'est quoi cette espèce de... Il y a ceux qui ont les pics devant, et puis il y a les autres derrière. Oui, alors il y a plusieurs rangs avec les pics couchés, et puis derrière, il y en a qui ont des pics pas tout à fait couchés encore. On les voit, ouais. Parce que si la première ligne se fait enfoncer, derrière, il y en a encore. Il y a une autre ligne, voilà. Voilà. Derrière, il y a une autre ligne. Là, il y a une vue où on voit mieux comment les boucliers sont encastrés. Non, c'est pas celle-là. Voilà. C'est la vue 6-1. Ouais, c'est la suivante. Attends, voilà. Donc là, les hoplites sont épaule contre épaule. Et donc, les boucliers sont un peu en écaille. Ouais. C'est-à-dire qu'ils portent le bouclier comme ça et ils ont la lance comme ça. Mais le type à côté, il a la partie de son bouclier. Si tu veux, la partie de mon bouclier, il est comme ça, il est rond. Et je protège aussi le type d'à côté. On voit bien là. Ouais, voilà, donc là, on a une cohérence. Et alors, les hoplites... combattent on va dire en famille. C'est-à-dire que les groupes comme ça, c'est des gens qui se connaissent très bien, qui vivent ensemble, et on dit que, comme les Grecs, ils sont plutôt portés sur l'homosexualité, on dit que les pères d'hoplites sont des amants. Comme ça, on fait attention à l'autre. Moi, j'ai toujours entendu ça chez les Spartiates aussi. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent, on dit ça. Donc voilà, et donc il y a ces lignes d'hoplites. Alors la ligne d'hoplite avec sa lance et le bouclier. Le bouclier est aussi une arme. Ouais. Ça, il repousse avec le bouclier. Il repousse quasiment l'adversaire, ils le font tomber. La lance, elle a un côté, elle a une pique devant, mais elle a aussi une pique derrière. Tu vois, donc on peut piquer le type par terre, ou alors si elle est cassée, on peut la retourner. La retourner, c'est intéressant ça. Voilà. Alors à l'intérieur, il y a un peu des armes de jet, il n'y a pas beaucoup d'armes de jet. On utilisera dans toute l'Antiquité, on utilisera le javelot, mais aussi la fronde. Tu vois, là j'ai mis là-dessus des pierres de fronde qu'on a retrouvées. La fronde qu'on a utilisée même pendant tout le Moyen-Âge, c'est une arme redoutable quand elle est bien maniée. Ouais. Et donc à l'intérieur, il y a des types, on jette des pierres, qui leur jettent des pierres de fronde. Il paraît que ça tue son homme. Ça tue quoi? Ça tue son homme. Ah oui, j'imagine, tu te prends un caillou en pleine tête, ils ont l'air sacrément aiguisés en plus. Une fronde en pleine tête. Alors, dans tout le monde antique méditerranéen, ils sont pauvres en cavalerie. Ouais. Les cavaliers, c'est des gens des steppes. Ces fameux Indo-Européens qui sont restés encore dans les steppes, qui eux vont développer la cavalerie. Donc là, j'ai une image d'un cavalier, mais ce seront les cavaliers, ce ne seront pas vraiment des Grecs, ce seront des gens qui sont des mercenaires. Voilà. Alors il y aura beaucoup de mercenaires gaulois,
dans les armées grecques, notamment les armées d'Alexandre. C'est pour ça que les Gaulois, ils iront partout. Et on trouvera d'ailleurs des marques celtes jusqu'en Égypte. Voilà. Hein, voilà. Donc c'était ça les cavaliers. Ouais, ok. Ouais. Et donc, là, on peut regarder, par exemple, l'image, ici, cette photo, là, des sites, des parts, Alors, qui, eux, je retrouve. Montre-moi où est-ce qu'elle est. Voilà, Ça. voilà, si tu peux la mettre plus haut. Hein. Ça, c'est l'espace où il y a encore des gens qui ont développé la culture du cheval, qui seront soit admis, soit ennemis. Alors, parfois, ils seront amis, on va les embaucher, et parfois, on va les combattre. Hein. On voit bien que... Donc les sites, c'est ambiance guerre des étoiles. Les sites, c'est ce qui reste de la civilisation indo-européenne primitive. D'accord. Hein. Eux, ils sont vraiment donc au nord de la mer Caspienne, voilà. Voilà. Le Donbass, Voilà. un peu la Géorgie, l'Arménie un petit peu. Ça, c'est une zone de plaine, hein, c'est ouvert. Hein. Ouais. C'est tout entre la mer Noire et la mer Caspienne, la mer d'Aral, c'est des plaines herbeuses. Voilà, il n'y a rien, quoi. Hein. Voilà. Et les parts en dessous, donc ce sont en fait des proto-perses, hein, et eux ils vont développer une cavalerie lourde. Donc je vais te montrer dans la vue. Moi, je te laisse téléphoner. Hein. Non, je l'éteins justement. On fait une pause. Non, pas du tout. C'est des gens qui m'appellent, ils savent très bien que je suis en émission. Ouais, et donc là, tu as la vue 13, tu as un cataphracte, antique. Alors lui, si tu veux, ça c'est cette tenue. Alors ça date de quand cette tenue? Parce que là il a l'air bien non. protégé. Tu vois, il n'y a pas de, il a pas de d'étrier. Hein, un cataphracte qui combattait soit contre les Grecs, soit avec les Grecs. D'accord. Donc Au choix. avant Jésus-Christ, et qui avait déjà une tenue très... c'était de la cavalerie lourde. Bon, enfin, peu importe. Bon, alors, là-dessus, on passe aux Romains ou aux Gaulois hein. Bon, on va passer aux Romains. Alors, parce que, on va voir, les Gaulois ont une technique de combat un peu particulière, et eux, ils vont développer le char de combat. Hein. D'accord. Hein. Donc, les Gaulois sont une civilisation directement qui vient de la steppe des Indo-Européens, tu vois. Ouais. Hein. Eux, ils se sont développés dans l'Allemagne du Sud, et donc ils ont conservé et beaucoup développé la technologie du cheval. Hein. Et donc ils sont connus dans toute l'Antiquité pour leur harnachement et aussi pour leur charonnerie. La charonnerie, c'est la technologie du char et de la charrette. Ah, d'accord, du char et de la charrette. Voilà, donc, la notamment, ils auront des chars à avant-train mobile qui seront abandonnés après. Et donc, là, si tu prends la vue 19... Hein, d'ailleurs, on demande, est-ce que ces guerriers là qu'on nous montre, ils considéraient tout ça comme un art? Hein. Bah pour eux, oui, c'est un art, parce que c'est un art dans le sens de technique. Le mot art a deux significations. Hein. Voilà, il a la signification Kunst en allemand, c'est-à-dire beau, hein, et il a la signification savoir-faire. Ça, c'est les deux termes de art, si tu veux. Hein, l'art de la construction, l'art de la mécanique. L'art, c'est aussi une signification de savoir-faire. Donc, quand on parle de l'art de la guerre, on parle de la signification savoir-faire. Et bien sûr,
pas de la Justement, signification beau. ouais. Et alors, donc, ils arrivaient avec des techniques de char, mais est-ce que c'est quoi? Il y avait c'était quoi l'organisation derrière? On était dans un embryon d'armée? Comment ils se... Non, Alors les Celtes, non, eux, ils sont organisés en tribus. D'abord, ils ne s'appellent pas. Ils ne s'appellent pas Celtes, ils ne s'appellent pas Gaulois, on l'a déjà dit plusieurs fois. Celte, c'est le mot grec, qui veut dire étranger. Hein, on les appelle Celtes. Et les Romains les appelleront Gaulois, qui vient du terme Gaulen, qui est un terme germanique. C'est leurs soldats germains, leurs mercenaires germains, qui les appelaient comme ça, et qui veut dire qu'ils ne parlent pas notre langue. Voilà. Et donc les Romains les ont appelés Gaulois, et ont mis dans les Gaulois d'ailleurs un peu des peuples un peu différents. Hein, donc le terme Gaulois, c'est une invention romaine. Eux, ces gens-là, ils s'appellent Atrébates, Séquanon, Arverne, ils s'appellent selon leur tribu. D'accord. Donc en fait, l'armée, enfin si je puis dire, l'organisation militaire, elle se fait autour de la tribu. Donc c'est le chef de tribu qui est le chef militaire et qui guide l'organisation militaire. Voilà. Donc il y a une aristocratie militaire, hein, c'est une société quand même assez hiérarchisée, où il y a des aristocrates qui sont, au départ, les chefs de guerre n'étaient pas permanents, et comme la guerre est perpétuelle, donc les chefs de guerre deviennent permanents, et ça devient une lignée un petit peu comme une lignée féodale, si tu veux. Ouais. Hein, voilà. Donc, il y a des chefs de guerre, mais il n'y a pas vraiment d'organisation. Le Gaulois, lui, son arme, c'est lui. C'est lui-même, c'est son corps. Donc il fait très attention à son corps. Il y en a qui disaient que les Gaulois combattaient nus, j'ai lu ça tout à l'heure. Oui, on dit que certains combattaient nus, pas toujours. Ils combattaient nus pour montrer leur courage, mais ils avaient aussi eux, ils avaient une cotte de maille. Hein, ils ont inventé d'ailleurs la cotte de maille qui sera reprise par les Romains. Là, je montre un Gaulois sur son char. Alors, bon, eux, ils avaient développé la technique du char qui est pas très, d'ailleurs, qui est pas très efficace. Hein, il faut dire ce qui est. Elle n'est pas très efficace. Au début, ils font, parce que les chars de chars, ça fait beaucoup de bruit, puis le type, il hurle. Donc, ils vont face au front, et puis ils tournent devant, et puis il y a un aurige qui guide le char, puis à côté, il y a un type qui a des javelots, et qui lance des javelots sur l'armée adverse. D'accord. Hein, bon. Du point de vue ils abandonneront un petit peu cette technique du char, mais ils vont la garder dans les îles britanniques et en Irlande encore pas mal de temps, quoi. Hein. Bon, eux, ils savent faire des roues, ils savent faire des morts, ils savent élever des chevaux, ils savent faire tout ça, donc ils utilisent leur technologie. Hein, les Gaulois, c'est des grands technologues. Hein, hein, ils auront toujours une très grande technologie, notamment du métal. Pour voir un guerrier gaulois, à quoi il ressemble, tu prends la photo 22, hein, une fois qu'il n'est pas torse-poil, tu vois, il ressemble beaucoup à un guerrier médiéval dans sa tenue et son... Hein, bon, il ressemble beaucoup. Il a une cotte de maille, il a un casque, je trouve qu'il a des joues un petit peu à la romaine, mais il a un casque conique. Il a une longue épée, hein, tandis que les Romains ont une épée courte. Et puis, il a une lance. Et il a un bouclier qui est oblong, et son équipement sera adopté par les Romains. Hein, les Romains au début ils ont un bouclier rond, voilà. Et au pied il a des espèces de bottes à tige, tu vois. Hein, des bottes à tige. Il a des bottes, il a des chaussures quasiment modernes, le Gaulois. Hein, tandis que les Romains ils ont des petites sandales. Ah ouais. Ben, au début, mais les légions romaines vont adopter la tenue gauloise, y compris les braies, le pantalon. D'accord. Tu vois, hein, parce qu'ils ont des pantalons. En fait, le Gaulois, il a un vêtement qui est adapté à l'attitude. Le Romain,
son vêtement est adapté au pays chaud, quoi. Tu vois, il a Ouais. sa petite jupette et puis ses sandalettes. D'abord, au début, les premiers hoplites romains, ils étaient pieds nus. Donc, mais là, il va mettre des chaussures gauloises, il va mettre la cotte de maille, il va prendre d'abord le bouclier gaulois, puis après, il prend un autre bouclier. Euh, Là, tu prends la vue 11. Hein, on prend la vue 11. Là, on voit un des premières tenues de légionnaire qui ressemble pour beaucoup à la tenue gauloise, quoi. Il n'a pas encore le pantalon, mais plus tard, il aura le pantalon. D'accord. Ah. Bon, alors on va reparler des Romains. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est le... Voilà. Voilà, voilà. Donc là aussi, on voit qu'il a, là, il a l'arme spécifique des Romains qui est le pilum. Ouais, le pilum, ouais. Hein, c'est le pilum, c'est-à-dire que ça se lance, c'est lourd, et donc il a une grande partie métallique Ouais. qui va se ficher dans le bouclier adverse, si tu veux, et qu'on ne peut pas retirer. Alors il va se casser au niveau du bras, mais ce qui fait que l'adversaire avec le pilum dans le bouclier, ben, il ne peut plus manipuler son bouclier. Donc déjà, hein, il est déjà à moitié hors de combat sans son bouclier avec le pilum. Là, on va voir la tenue 14 du centurion. Ça, c'est pas facile de trouver des trucs réels. Qu'est-ce qu'il y a comme imbécilité dans l'imagerie? Ça, c'est une vraie tenue historique, mais c'est un centurion. Donc on voit que il a ses bottes qui seront ouvertes. Hein. Le Gaulois, lui, ça ils fait sont un peu fermés. sandalette, là, c'est... Hein, non, ça monte. Hein. Ça monte. Hein. À côté de ce qu'il avait, au départ, ce sont des sandales qu'il a. Il a le pied complètement ouvert. Hein. Parce que là, il y a les doigts de pied qui sortent, quoi. Enfin, Hein c'est comme si c'était oui, ouvert. c'est juste le bout qui sort, mais il a quand même le pied qui est bien pris. Il a le pantalon, les braies, hein, Ouais. et là, il a la cuirasse articulée qui aura à la fin de l'Empire. Hein. À la fin de l'Empire, ils ont une cuirasse articulée. Là, j'ai retrouvé une autre image dans la 14-1. Hein. Mais là, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a une contradiction entre sa tenue. Ça, c'est une tenue de l'Empire, hein, de 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc on les reconnaît avec la cuirasse en lame de fer, qui est argentée pour pas que ça rouille, le casque avec le protège-nuque derrière, et puis surtout le bouclier extrêmement arrondi, enveloppant, donc ils peuvent faire la tortue, ils peuvent s'accroupir derrière, et donc la technique de combat, c'est derrière le bouclier, et dessous, avec le glaive, ils frappent toujours au même endroit, hein, ils frappent à l'artère fémorale ou au ventre. Tu vois, on lui apprend là où il faut frapper et tuer. Donc il frappe toujours au même endroit. On me dit, ouais, est-ce que justement les guerriers belges sont-ils assimilables aux Gaulois? C'est une bonne question, parce que tout le monde se la pose. En fait, les Belges sont celto-germains. Ils sont mi-gaulois, mi-germains. D'accord. Ils sont un peu des deux. Parce que les Celtes auront fait beaucoup de sociétés un peu mixtes, syncrétiques, avec les Ibères, avec les Ligures, si tu veux. Hein. Donc ils ont la religion des Gaulois, Ouais. mais pour le reste, ils ressemblent plus à des Germains. Quoi. Voilà. D'accord. Donc, parce que c'est César, je crois, que dans la guerre des Gaules, qui dit Hein que c'était les guerriers les plus valeureux. Oui, ils étaient les plus durs à vaincre par rapport aux autres. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'a dit César. Mais la Belgique, elle commence au nord de la Seine. Hein. On a vu avec notre ami sur Romain. Oui. Hein. Donc là où il y a Saint-Denis,
c'est là la séparation entre les Parisis et les Belges, Il y a les Belges, ouais. voilà, au nord de la Seine. Bon. Après, c'est les mecs du 93, quoi. Voilà. Donc la technique des Romains, on va regarder, donc eux, regarde la 12, c'est la révolution de la manipule. Donc avec ça, ça va durer des centaines d'années, et ils vont gagner toutes les guerres. Hein. Alors que, donc on voit la ligne, au départ, ils sont hoplites comme les Grecs. Hein. Ouais. Donc ils sont emboîtés les uns dans les autres, mais ils n'ont pas de flanc. Et les hoplites, si tu les prends par derrière, excuse-moi du terme, Surtout pour des Grecs. surtout pour les Grecs, ils sont foutus. C'est comme ça d'ailleurs que les Romains vont les battre. Hein. Alors, eux, on voit ici, ce sont chaque carré, c'est une manipule. Mhm. Hein. Et donc, une manipule fait deux centuries, donc, et donc il y a 2 centurions. Et, Ça veut dire quoi, 200 mecs? ouais, Ça, ça un fait à peu centurion, près, il y a 100 personnes. voilà, à peu près. Il y a 13 rangs ou quelque chose comme ça. Et donc, ils sont mis en quinconce. Mais chaque manipule est mobile. C'est-à-dire que les manipules, elles peuvent se retourner, elles peuvent aller à droite, elles peuvent aller à gauche, elles sont autonomes. Hein. On verra ça, l'autonomie, avec la révolution des corps d'armée, justement fait à la Révolution française, et qui sera conservée par Napoléon, et qui feront donc la mobilité des corps d'armée dans les batailles, chacune est commandée, et donc... et chacune est autonome. Bon, donc là, chaque manipule est autonome et mobile. Hein. Elle peut se retourner, et donc si on attaque par derrière, voilà. Donc là, devant, donc, il y a les Veltes. Donc les Veltes, c'est la valtaille. Hein. Et eux, ils sont chargés en général, ils ont des javelots et des frondes. Hein, donc ça, c'est le début de la bataille. Eux, les Veltes, ils balancent sur l'ennemi qui arrive. D'accord. Hein, voilà. Et après, eux, ils vont passer entre les espaces, et ils vont se mettre derrière. Tu vois? Et donc, là, la première ligne sont les Hastati. Alors, au début, quand il y a le service militaire obligatoire dans la République romaine, les Hastati, c'est les plus jeunes. Les Principes sont les gens mûrs, et les Triarii sont les vieux, ceux qui ont de la bouteille. Hein, voilà. Hein, et donc il y a un proverbe romain, quand on dit que quand on arrive aux Triarii, ça veut dire qu'on est foutu. Ah bon? Bah oui, parce que alors comment que ça fonctionne? Donc eux, les Veltes, ils ont balancé leur truc, ils se mettent entre les deux, ils se mettent derrière. Bon. Donc les Hastati sont la première troupe de choc. Hein, mais à chaque fois, donc il y a plusieurs rangs, à chaque fois qu'il y a un rang qui est mal en point, hein, il va se mettre derrière. Tu vois? Ou alors, s'il y a des morts, les autres, ils avancent au-dessus, et donc ceux de derrière bouchent les trous. Tu vois? Alors, ils peuvent aussi se rapprocher, et derrière les Principes peuvent se mettre au niveau des trous. Hein, s'il faut. Hein. Donc, il y a un premier choc avec les Hastati, et quand les Hastati sont un peu mal en point, où il y a beaucoup de blessés, où ils sont fatigués, ils vont se mettre derrière les Principes. Tu vois? Donc, le coup des Romains, c'est de faire durer.